Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau talk qui va être animé par Marc Rodier, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Le thème aujourd'hui sera l'intelligence artificielle et l'éthique, l'intelligence artificielle et ses biais. Un replay de ce talk sera mis à disposition dans les quelques heures qui suivront la fin du talk. Vous avez la possibilité de poser des questions via le chat du WebEx. Ces questions seront relayées en temps réel ou en fin de session, en fin de la présentation. Pour information, donc Marc est Distinguished Engineer au sein d'IBM et est également le leader de la chaire qui a été ouverte en partenariat avec l'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux. Voilà, je te laisse la main, Marc, et je vous souhaite à tous un très bon talk. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Comme il a été dit, je m'occupe d'un certain nombre de choses à IBM, en particulier dans le cloud, mais avec une particularité, donc dirigeant la chaire IBM dans sciences et technologies cognitives à Bordeaux, à l'École nationale supérieure de cognitique. Et dans ce cadre-là, je suis amené à travailler en particulier autour de l'intelligence artificielle et en abordant en termes de cognition les problèmes d'éthique et de biais. Pourquoi associer les deux? Ça peut paraître surprenant, mais simplement parce que derrière l'éthique, souvent, on va générer des biais. Pourquoi? Eh bien parce que on va vouloir donner des résultats trop bons parce que les vrais résultats seraient peut-être malencontreux par rapport à une éthique, ou bien des résultats trop pessimistes et qui pourraient effrayer. Et donc, on est confronté en IA très souvent à des problèmes de biais et des biais qui ont tendance à ne pas regarder les faits, ne pas regarder les évidences, ne pas regarder les données, mais des résultats qui sont perturbés par notre façon de voir. Et donc, l'association entre éthique et biais est souvent quelque chose qu'il faut avoir en tête de manière à ce que lorsqu'on fait de l'IA, à essayer d'être objectif le mieux possible, ou au moins être conscient des biais possibles afin d'y remédier. Alors, il y en a un grand nombre, je n'irai pas sur tous ces domaines-là, et je vous propose donc aujourd'hui de regarder d'abord les problèmes d'éthique qui se posent, et ensuite les problèmes des biais, et ainsi voir ce que l'on peut faire en tant que spécialiste en IA, de manière à obtenir et proposer quelque chose, des solutions, des algorithmes, des résultats qui soient le moins perturbés par l'environnement, si cela est possible, mais au moins, quand on est conscient des problématiques, on va essayer de tout faire pour les régler. Donc voilà rapidement l'introduction. Euh, une manière de montrer ce problème-là est de partir sur quelque chose d'extrêmement connu, euh, que tout le monde a entendu, comment avoir une intelligence artificielle digne de confiance avec des données, avec du machine learning, avec du deep learning ou autre. Et l'exemple qui est donné, c'est un biais très connu donc aux États-Unis où une intelligence artificielle regardant la justice pour prédire le comportement potentiel de criminels dans le futur et a donné des biais qui étaient un peu catastrophiques. Je les rappelle simplement, mais c'est pour montrer un peu ce qu'il y a derrière le débat. Cette étude montrait en particulier que si on regardait des repris de justice qui étaient labellisés à haut risque pour récidive, quand on avait des hommes blancs, eh bien, le taux de récidive était de 23,5%. Pardon, je recommence. Le taux de non-récidive était relativement bas quand on avait des noirs américains et beaucoup plus haut quand c'était des blancs, alors que le rating, la manière dont on les avait labellisés, disait l'inverse. Donc, autrement dit, on avait un gros problème, c'est que dans cette étude-là, on voyait qu'il y avait quelque part une problématique qui n'était liée. Est-ce que c'était lié aux données qui n'étaient pas bonnes? Est-ce que c'était lié à un biais des algorithmes? Est-ce que c'était lié
un programmeur, etc. Donc, beaucoup de questions derrière, mais en tout cas, le résultat fait que ces résultats n'étaient pas du tout concevables. C'est juste un exemple caricatural, parce que c'est extrêmement caricatural, mais ce genre de choses, quelquefois, est beaucoup plus subtil, en particulier quand on est sur des domaines qui ne sont peut-être pas grand public ou peut-être pas très médiatiques, beaucoup plus techniques, et qui vont faire prendre des décisions dans l'industrie, dans la pharmacie, dans les banques, et donc il faut être très vigilant. Quelle est la problématique derrière? Eh bien, la problématique est relativement simple. En programmation standard, on a l'habitude de, face par exemple à un revenu, et on dit le commercial, s'il fait entre 30 000 et 50 000 euros de revenus, il va avoir une prime de 120, et s'il fait 120 000 ou 200 000, il aura une prime de 250, donc des choses extrêmement linéaires. Quand on a machine learning avec des modèles complexes, eh bien, cette linéarité, on la perd, et c'est là où on a des problèmes de confiance et l'importance des données et autres. Donc, quand on a dit tout cela, se posent bien sûr les problèmes de l'éthique. Face à l'éthique, pour remettre dans le contexte, l'Union européenne a édité des guidelines pour définir ce qu'était une intelligence artificielle digne de confiance. Alors, digne de confiance, c'est un peu compliqué. Et pour ce faire, donc, l'Union européenne a créé une roadmap avec un certain nombre de participants, dont une expert d'IBM. Et cette roadmap a conduit à définir une liste d'assessments sur lesquels il y a des principes éthiques à remplir, et il y a 167 principes, donc c'est beaucoup. Ça a été fait en 2019, et maintenant cette liste a été proposée à un certain nombre d'organisations pilotes, et qui devront donner des résultats d'ici la fin de l'année, en particulier pour expliquer si ces 167 principes sont tout à fait pertinents ou pas, et si on peut les améliorer ou pas. En gros, les 7 domaines dans lesquels on regarde l'éthique au niveau de l'Europe sont assez classiques, mais faut-il les renommer encore? D'abord, évidemment, tout autour des droits fondamentaux de l'homme. Ensuite, la partie technique. Est-ce que les techniques utilisées en intelligence artificielle sont suffisamment fiables, suffisamment sécurisées face à des attaques? Est-ce que l'on a des plans de reprise d'activité en cas de problématiques? Est-on bien précis? Est-ce que ces techniques sont bien reproductibles? Est-ce qu'elles sont bien fiables? Donc, un point technique relativement important. Autre point, bien sûr, les données privées. Comment les respecte-t-on? Est-ce que la qualité et l'intégrité de ces données, lorsqu'on les utilise, est bien la bonne? Est-ce qu'elles sont fiables? Transparence, c'est aussi fondamental. Traçabilité des résultats, traçabilité des données, explicabilité et communication. Et c'est des points qui, lorsqu'on les donne comme cela, sont assez simples à comprendre. Par contre, d'un point de vue technique, quand on parle d'explicabilité des résultats d'une IA ou leur traçabilité, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Enfin, bien sûr, tout ce qui est autour de la discrimination, diversité, équité sont des choses qui doivent être prises en compte lorsqu'on parle d'une IA éthique. Donc, pas de biais, euh, pas de, comment dirais-je, de modifications ou d'interprétations qui sont tout à fait erronées. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en est tout à fait quelque chose de remarquable et à éviter. Ensuite, on parle souvent de l'intelligence artificielle for good, donc que l'intelligence artificielle permette d'améliorer notre monde, permet d'avoir un impact social, un impact sur la démocratie. Alors là, c'est des choses qui sont sociétales et qui quelquefois sont faciles à dire. Là encore, attention à ne pas tomber dans les biais que je citais tout à l'heure, vouloir être trop bon en éliminant les vraies données. Euh, donc c'est un point qui est assez compliqué. Le point suivant est fondamental, la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la responsabilité de ceux qui vont programmer de l'IA, qui vont mettre en œuvre de l'IA. Et la responsabilité n'est pas que sur les données qu'ils utilisent, mais c'est aussi sur la manière dont on les utilise, dont on va fournir les résultats. Donc face à ces 7 éléments fondamentaux, à IBM, on en a retenu 5 sur lesquels on met une emphase particulière.
et sur lesquels je vais m'attarder un petit peu, de manière à avoir une IA qui soit éthique et en rappelant que de l'IA, ce n'est pas simplement faire du code. Et c'est quelque chose qui est très souvent intéressant quand je vais à l'école de cognitique à Bordeaux, qui recrute à la fois sur des étudiants venant du monde scientifique et du monde philosophique. Il y a souvent pas des combats, mais des explications assez serrées entre les programmeurs qui foncent tête baissée et ceux qui prennent un peu de recul en disant mais ce que tu fais, as-tu regardé le résultat? Et sur la droite de l'écran en bas, il y a cette petite caricature, j'ai le robot qui dit j'ai été créé parce que les hommes sont trop émotifs, mais merci de déposer ton argent ici et tout ira bien. Et c'est ce genre de choses qui, quelquefois, est relativement difficile à interpréter. Donc, lorsqu'on a dit tout ceci, on retient 5 éléments fondamentaux au niveau de l'éthique: la responsabilité, l'alignement des valeurs, et j'expliquerai de quoi il s'agit, comment on doit prendre en compte les valeurs auxquelles on s'adresse. Autrement dit, si j'adresse des programmes avec de l'IA dans un domaine particulier, je dois bien comprendre quelles sont les valeurs de ce domaine. L'explicabilité, bien sûr, l'équité et enfin l'utilisation des droits qui doit être conforme à une utilisation éthique. Alors, de quoi il s'agit? La responsabilité, c'est avant tout que les designers, les développeurs sont responsables de ce qu'ils font. Responsables des process, responsables du machine learning, responsables du deep learning et des résultats. Ça ne doit pas être juste écrire des algorithmes en disant c'est super, ça marche, c'est excellent, mais faire attention. Peu de caricature à droite, comment écrire un code qui soit clean, ce n'est simplement pas en disant je n'écrirai jamais de mauvais code, je n'écrirai jamais de mauvais code. Il faut y réfléchir, il faut y faire attention. Et en particulier si l'AI va conduire à des décisions, être certain que ces décisions, qui les prend, pourquoi, et ne pas se décharger de sa responsabilité sur la machine ou sur les données en disant mais c'est la machine, ce sont les données. Non, c'est j'utilise la machine, j'utilise les données, j'écris des programmes, je suis responsable de ce que je fais. L'alignement des valeurs, de quoi il s'agit? Quand je travaille en IA, je vais avoir des sujets sur lesquels je vais être intéressé et ces sujets, la manière va être interprétée par rapport à qui va utiliser ces outputs. Et il faut faire attention à ce qui pourrait être bien ou ce qui pourrait être mal parce que ça va dépendre complètement du contexte. Et sans vouloir être caricatural, mais ce petit dessin en bas de l'écran indique que si je considère simplement les moyens de se déplacer, suivant les pays, suivant les zones géographiques où je suis, eh bien, la trottinette, le bus, le tramway, la moto, le vélo, les bus, les camions, tout ceci se fera différemment avec des règles du code de la route peut-être différents, des comportements différents. Donc, je vais devoir tenir compte dans mes recommandations, dans la manière dont je vais dire au niveau du machine learning, ça c'est OK, ça c'est pas OK, eh bien, à interpréter correctement par rapport au contexte. Donc, je mets cette image-là qui est dans le monde des hommes, mais si on est dans le monde industriel avec des machines-outils et autres, ce contexte va être extrêmement important. Si j'ai des conclusions qui sont dans des ambiances extrêmement difficiles en termes de fumée, en termes de produits, etc., et que je vais chercher au milieu de fumée, au milieu de produits, des outils basés sur leur forme ou sur leur poids, eh bien, le contexte sera différent si je fais la même chose dans un contexte extrêmement propre, très simple, où la moindre petite caméra de base saura tout à fait reconnaître quelque chose. Troisième élément, l'explicabilité. L'explicabilité, c'est quelque chose qui perturbe énormément ceux qui récupèrent les données de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, en général, on n'a pas confiance dans quelque chose qu'on ne comprend pas et comme je disais tout à l'heure, comprendre un algorithme linéaire, ça ne pose pas de problème. Comprendre le résultat de l'intelligence artificielle quand on ne fait pas le lien entre les données
et le résultat, eh bien, ça pose une, une interrogation. Et donc, il faut faire attention à bien transmettre le mode de raisonnement qui a permis de bâtir cette intelligence artificielle, qui a permis et qui va permettre d'interagir et notamment de donner des conclusions et des recommandations. En particulier, souvent, ce qui est mis en cause, c'est est-on sûr d'avoir les bonnes données? Est-ce qu'on a les bons modèles? Et est-ce qu'on associe bien les bons modèles avec les bonnes données? C'est un petit peu comme lorsqu'on a on fait de l'escalade, quelqu'un va vous donner la main pour monter sur le sommet et vous voulez être sûr qu'il tient bien votre main et que lui-même est bien accroché en haut du sommet. Et l'intelligence artificielle, lorsqu'elle va donner des recommandations et des conclusions, on est un peu dans ce mode-là. Elle va aider, mais il faut être sûr qu'elle est dans le bon sens. L'équité, et là, c'est quelque chose qui est un peu compliqué et qu'il ne faut pas passer trop vite euh, en disant c'est évident, il faut que l'équité doit être présente. Et il ne faut pas minimiser les biais. Et je donne deux exemples ici qui sont évidents, hein. Vous avez quelques pièces d'échecs. Suivant comment on les regarde, on va décider que ce sont des pièces, des pions d'échecs, ou bien on dira c'est une couronne. Et en dessous, encore plus compliqué, on a deux personnes qui disent je vois quatre bâtons, l'autre qui dit j'en vois trois. Les deux pensent avoir raison, mais pourquoi on a le problème? Eh bien simplement parce que la donnée est erronée. Ce qu'ils voient est quelque chose qui ne peut pas exister en réalité. Et donc là, on a un problème de données. Et ce problème de données est vraiment important parce qu'il peut être la cause d'interprétation. Donc, ceci est juste pour montrer les problématiques. Alors, quand on a parlé des problématiques, eh bien derrière, il va falloir regarder ensuite les biais liés à ces problématiques. Enfin, le cinquième point sur lequel je veux parler, parce que c'est une évidence, mais c'est les droits de l'homme et les droits de l'utilisateur par rapport à ses propres données. Et là, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans les médias, si on regarde ce qui se passe dans le monde politique, c'est un petit peu catastrophique parce qu'on s'aperçoit que les droits des utilisateurs, les droits qui officiellement sont GDPR, sont plus ou moins respectés, voire un très grand nombre de fois pas respectés du tout. Même si 71% des euh, habitants de l'Union européenne considèrent que c'est des choses qui sont fondamentales et qu'il faut en tenir compte. Et on voit ça tous les jours, où des décisions sont données dans les médias, ou sur des procès, et puis après on s'aperçoit que la personne était innocente, ou bien on met en exergue des faits et les faits ne sont pas exacts, ou bien on va attenter à la vie privée de quelqu'un, mais de manière à son insu, etc., etc. Et c'est des choses qui sont assez compliquées. Et aujourd'hui, quand on regarde l'accès aux données personnelles, je travaille un petit peu là-dessus aussi, eh bien, le respect est assez complexe et il ne faut pas le minimiser. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Ayant dit cela, je vais donner simplement un exemple pour expliquer un petit peu, c'est caricatural aussi, mais les problèmes de machine learning que l'on va avoir par rapport à des données. Est-ce que mes données sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Et quel est l'effort derrière? Si je compare sur la gauche une chose évidente, un chat, un chien, un enfant très jeune, c'est tout à fait faire la différence sans aucun souci. Si je prends sur la droite, l'image du bas où la tête du chien et la tête du chat sont un peu imbriquées, eh bien, avec 1 million d'images déjà stockées, l'intelligence artificielle aura encore des doutes. Et là, on montre quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Euh, Outre les données, il faut être bien sûr des modèles sur lesquels on va appliquer l'intelligence artificielle et leur pertinence. Et derrière ça, il ne faut pas mettre en place des biais qui vont accélérer le résultat. Et je donnerai quelques exemples tout à l'heure de biais où en voulant accélérer le résultat parce que je veux un résultat rapidement, eh bien on va conduire à quelques erreurs. Alors, quels sont ces biais? Donc, je vais m'attarder maintenant sur ce point-là et on définit en général, donc on peut faire différemment, mais trois types de biais. Trois types de biais qui sont tous bien sûr inconscients. Et comme on le dit sur la droite, comment puis-je ne pas tomber
dans la difficulté des biais si je n'en suis pas conscient. Donc, il faut en être conscient. De même, quand on communique, c'est l'image du centre en orange et en rouge, on peut penser que l'on communique parfaitement, alors qu'en fait, on est en train de dire des choses différentes et on peut conduire à des biais. Et enfin, considérer avec la loupe des gens d'origine différente peut aussi être un biais. Donc, trois types de biais. Le premier biais, je dirais, qui est caricatural, c'est un biais qui malheureusement est très fréquent. J'ai pas assez de temps et d'énergie pour penser au biais, j'ai besoin d'un résultat, donc je vais aller très vite. Et grosso modo, le résultat sera correct, même si je sais que c'est pas parfait. Donc ça, c'est très dangereux et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Deuxième biais, l'impartialité. L'impartialité, c'est je sais que je ne suis pas parfait, je sais que certaines de mes idées peuvent être discutables, mais sur ce sujet, je suis sûr de moi et on va faire comme ceci, le machine learning, deep learning, on va partir dans cette direction. Troisième biais, qui est souvent un peu plus compliqué, c'est avoir ses propres intérêts mis en exergue. Et autrement dit, je suis celui qui contribue le plus, ou mon équipe est celle qui contribue le plus sur ce domaine-là. Et donc forcément, on a les meilleures informations et forcément on sera meilleur que les autres qui restent un peu en dehors de ça. Et celui-ci, bien aujourd'hui, fait la une de tous les journaux autour du Covid et bien sûr avec la chloroquine, où on s'aperçoit qu'il y a il y a de l'informatique derrière et quelquefois à grande échelle, qui arrive à des conclusions complètement contradictoires. Pourquoi? Parce que les données initiales ne sont pas forcément très objectives, que on veut démontrer quelque chose plutôt que d'essayer d'être objectif. On va mettre en exergue quelques éléments versus d'autres. Et là, on arrive à des conclusions que personne ne comprend et qui sont forcément assez problématiques. On va rentrer dans le détail parce que pour chacune de ces familles, il y a des sous-familles dont il faut être conscient. Le premier biais est intéressant parce que ce qu'on appelle le biais de disponibilité, lorsque l'on a quelque chose en mémoire et qui est d'un point de vue émotion relativement fort, cette mémoire chargée d'émotions va nous faire surestimer certains événements par rapport à d'autres. Surestimer de par cette émotion. Je prends un exemple sur la droite. Vous êtes face à un gorille, on fuit. Eh bien, cette manière de fuir va nous imprégner. Et si on regarde en bas, face à un tigre ou un gorille, on va avoir plusieurs attitudes. Et la difficulté, c'est que l'attitude de combattre le tigre ou l'attitude de fuir le tigre, les deux sont acceptables, les deux sont possibles, mais quand je vais choisir une ou l'autre, je vais souvent la choisir liée à mon intellect, liée à ma mémoire, à celle qui m'aura marqué le plus. Autrement dit, est-ce que ce qui m'aura marqué le plus, ça sera fuir, ou est-ce que ce qui m'aura marqué le plus, ça sera le combat? Et donc là, on peut avoir des biais qui sont relativement compliqués. Deuxième type de biais dans cette famille-là, la tendance à ignorer des informations générales pour faire un focus sur un point spécifique que je connais parfaitement. Et ça, c'est typiquement ce que l'on voit tous les jours, où les gens vont, à partir d'un cas particulier, énoncer des généralités. Et au niveau de l'IA, on peut faire exactement la même chose. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc, garder des raisonnements mathématiques et garder une rationalité qui fait que on n'extrapole pas du cas particulier vers le cas général, mais on ne peut faire que le contraire. À partir d'un cas général, déterminer s'il n'y a pas de cas particuliers derrière. Le biais de congruence est aussi quelque chose qui est intéressant. Euh, on va être ici dans le domaine où on va tester une hypothèse de manière un peu plus exclusive au lieu de tester les alternatives. L'exemple sur la droite, c'est fight or flight. Là, si je réfléchis très rapidement, je lis en bas flight et je vais travailler sur flight sans me poser la question, est-ce que peut-être au lieu d'un L, j'ai une tâche. Et est-ce que finalement au milieu, je n'ai pas un petit R qui vient se mêler de l'orthographe?
Donc, autrement dit, je vais pouvoir prendre une hypothèse, flight, et travailler là-dessus, alors que j'ai d'autres hypothèses à regarder, de manière à ce que dans mes décisions au niveau du machine learning ou du deep learning, je donne une décision et un apprentissage qui soit objectif et non pas orienté vers une congruence possible. Quatrième point, l'empathie. L'empathie est aussi quelque chose qui est très, très courant. Et là, c'est une tendance tout simplement à sous-estimer l'influence ou la force des sentiments. Autrement dit, eh bien, j'ai un groupe, j'en prends un au milieu, et bien forcément, c'est celui que je préfère parce que j'ai l'habitude. On est dans ce groupe-là, on est en costume cravate, et bien je prends quelqu'un d'autre en costume cravate parce que il est sympathique. Et on retombe d'ailleurs très vite sur celui d'en dessous qui est le stéréotype où en fait on s'attend à ce que les membres d'un groupe ont tous les mêmes caractéristiques sans se poser la question, mais est-ce que en fait un individu n'aurait pas un défaut particulier ou une qualité particulière? Et on parle des hommes, mais c'est vrai aussi dans l'industrie avec des pièces. Si je prends dans l'aviation, je ne sais pas, une cinquantaine de pièces qui vont servir à construire une ligne électrique dans l'avion, est-ce que je suis sûr que ces 50 pièces auront les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'il n'y a pas quelques exceptions sur lesquelles je vais devoir mettre un focus particulier pour être sûr que je ne suis pas en mode stéréotype et non pas en mode exception? Donc, des exemples sur lesquels il faut être très vigilant et sortir des paradigmes standards. Donc ça, c'est pour le premier type de biais. Deuxième type de biais, l'impartialité. Alors l'impartialité, c'est quelque chose qui est aussi pas très simple. Je donne deux exemples sur la droite qui sont toujours caricaturaux, mais c'est un peu le but. Le premier, c'est, vous voyez, le recruteur qui dit, bien, on cherche des gens impartials qui pensent comme moi. Là, on a vraiment un problème, bien sûr. Deuxième exemple, en dessous, vous avez la conférence de presse et tout le monde va acquiescer en direction de celui qui annonce des mesures parce que c'est celui qui parle et qui a raison. Et on retrouve ça dans les médias où on s'aperçoit que typiquement la dépêche AFP est reprise sans aucun discernement et même quelquefois avec les mêmes fautes d'orthographe dans tous les journaux de France et de Navarre. Et alors que, eh bien, peut-être qu'il faut prendre un peu de recul. Donc, les biais qui sont derrière, si je veux les détailler, on va les avoir de 5 types. Le premier, ce que je vais appeler le biais d'ancrage. Et le biais d'ancrage, c'est on va faire un focus sur le premier type d'information et prendre des décisions sur ce premier type d'information. Ça, c'est typiquement la presse qui ne vérifie pas ses sources. L'exemple caricatural a été cet homme écossais qui a été arrêté parce que soupçonné euh, de ressembler à celui qui avait tué femme et enfants et qui maintenant a disparu. Et on s'est aperçu que quelques jours après, qu'en fait, il était complètement innocent. Mais est-ce que les gens ont fait marche arrière dans les journaux pour dire attention, on s'est trompé et toutes mes excuses? Un petit peu, mais juste un petit peu. Donc, attention, le premier sentiment, la première information, la première donnée n'est pas forcément la bonne. Et on retrouve ça en permanence aujourd'hui dans le Covid, on retrouve ça en permanence dans tous les sujets, j'allais dire, à la mode, que ce soit l'écologie ou autre, on s'emballe un peu vite. Et donc, dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, dans l'apprentissage, attention à ce type d'emballement. Deuxième élément, euh, là aussi, c'est une tendance qui est intéressante, c'est la tendance à croire que les choses sont vraies parce que d'autres pensent que c'est vrai. Et là, l'exemple est assez connu, mais je le rappelle, si on fait un test avec 3 lignes identiques qui sont dans une salle de classe devant 10 élèves, et on demande aux 10 élèves de dire laquelle est la plus grande. Les 3 sont identiques. Avant de l'exercice, le professeur est allé dire à 9 de ses élèves que celle du haut est la plus grande. On revient dans la classe, le 10e ne le sait pas, et lorsque le 10e doit prendre la décision, voyant que tous les autres ont opté pour dire c'est
ligne du haut, eh bien lui aussi va dire la ligne du haut alors qu'il n'y croit pas, simplement parce que il ne pense qu'il faut dire comme les autres, parce que certainement les autres ont raison et que peut-être lui n'a pas écouté la bonne consigne ou qu'il n'a pas bien compris, etc. Et ça, c'est une tendance qui, dans le machine learning, il faut faire attention. Si on est face à quelque chose qui surprend, un résultat qui n'est pas tout à fait aligné avec ce que l'on attend, eh bien peut-être que c'est normal et qu'il faut le considérer. Troisième élément, penser, malheureusement, ça c'est très simple, que l'on est moins biaisé que les autres. Eh bien, ça c'est naturel, on pense qu'on fait plus attention que les autres, et donc faire attention à identifier ses propres biais. Et pour cela, bien c'est relativement simple, le développeur, l'apprenant, eh bien, va essayer de confronter avec d'autres ses pensées, sa manière de faire, ses programmes, ses algorithmes, de manière à vérifier qu'il n'a pas introduit ses propres biais sans s'en rendre compte. Plus subtil, c'est le biais de confirmation. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Covid, euh, des, euh, des biais où on va avoir tendance à vouloir confirmer son sentiment initial plutôt que d'essayer de voir si les données que j'ai récupérées, si les modèles que j'ai en tête vont permettre de donner des résultats qui sont peut-être différents de mon analyse initiale, pour ne pas avoir peur que les résultats ne soient pas ceux escomptés. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure initialement par rapport à l'éthique. Quelquefois, ne pas avoir peur de résultats trop bons ou de résultats trop mauvais ou de résultats pas du tout tels que attendus. Alors bien sûr, attention, à l'inverse, si les résultats ne sont pas du tout tels qu'attendus, il faut être bien sûr que ces data lakes sont complètement pertinents par rapport au sujet. L'effet d'halo, qui est le cinquième dans les biais d'impartialité, eh bien, c'est simplement avoir des sentiments positifs parce que globalement, dans ce secteur-là d'activité, dans autour de ces données, en général, on a un résultat de ce type-là. Donc, on va, dans l'apprentissage, donner des consignes qui vont aller dans cet effet global. Et en général, on va tomber sur des choses qui sont plutôt neutres et plutôt positifs avec ces effets d'halo. Dernier élément sur les biais, ce que je dirais les biais en termes de son propre intérêt. Alors ça, c'est très fréquent dans le monde informatique, très très fréquent parce que on a l'habitude de travailler certes en groupe, mais entre informaticiens. Et donc, les informaticiens, forcément, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la programmation, par rapport aux algorithmes, ont certainement la meilleure façon de voir. Et certainement pour la programmation, c'est vrai. Par contre, en intelligence artificielle, lorsqu'on s'attaque à des domaines qui ne sont pas informatiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme je disais, je travaille à l'École nationale supérieure cognitique avec des médecins, avec des psychiatres, des psychologues, des philosophes, des informaticiens, bien sûr, des data scientists. Et quand on mélange tout ça, on s'aperçoit que sur des domaines d'intérêt tels que la médecine, tels que la pharmacie, tels que l'éducation, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent euh, être vus différemment. Et je donne un exemple que j'aime bien citer, qui est typiquement le like sur Facebook ou sur autre Twitter ou Instagram. Et les gens disent, c'est génial, ma publication, j'ai 100 likes ou 200 likes ou 5000 ou 50 000. Par contre, personne ne regarde ceux qui n'ont pas fait like. Et quand on ne fait pas like, ça ne veut pas dire qu'on peut l'avoir oublié, mais on peut aussi parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un biais. C'est que le biais, la satisfaction des likes, ça cache ce qui n'est pas like. Et donc, la tendance à vouloir, c'est le premier point, favoriser les membres du groupe versus un autre groupe, quelquefois, c'est pas la bonne. C'est-à-dire que si le pourcentage de likes est 5%, attention, certes les 5% c'est très bien, mais attention aux 95% qui ont peut-être une idée intéressante à dire par rapport à ce domaine d'activité ou à ce mode de pensée. Donc ça c'est un premier élément.
Deuxième élément, la tendance à justifier des choix passés. Et alors ça, on retrouve ça énormément dans beaucoup d'activités, je dirais, qui sont les activités traditionnelles, quand on parle de legacy en informatique. Et la difficulté, lorsqu'on arrive dans ces domaines-là et à vouloir faire de l'IA, à non pas, et j'ai rencontré ça plusieurs fois dans le domaine bancaire et assurance en particulier, je ne donnerai pas de détails, mais où lorsque l'IA va montrer qu'une certaine manière de faire pourrait être revue et donner des résultats tout à fait performants, eh bien, on va vous trouver toutes les bonnes raisons pour faire que vous modifiez vos programmes de manière à ce que les choix du passé ne soient pas si mauvais que ça en finale. Et c'est tout à fait passionnant, mais aussi un peu compliqué. Parce qu'en fait, on se heurte non pas à de l'informatique, mais on se heurte à du raisonnement, on se heurte à un certain nombre d'éléments qui sont loin de la technologie. Le statu quo, eh bien, on est un peu dans la même tendance. Au lieu de justifier les choix du passé, on veut maintenir ceux d'aujourd'hui sans alternative. Et c'est typiquement ma petite photo encore avec les 5 costumes cravates. Eh bien, pourquoi mettre un sixième qui serait différent? Aujourd'hui, ça va très bien. Globalement, ça se passe plus ou moins bien. Pourquoi changer? Et ça, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, typiquement, j'ai travaillé un peu dans la distribution, où on s'est aperçu avec le Covid, eh bien, ceux qui n'avaient pas changé leur manière de faire en exigeant que les gens viennent dans leur magasin pour faire le tour du magasin et remplir leur caddie, face à ceux qui achetaient par Internet, eh bien, quelques mois après le confinement, eh bien, le résultat est absolument évident et on a même quelques faillites retentissantes. L'adaptabilité, le maintien de la situation courante dans un monde qui évolue en permanence. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est une évidence. Attention à ce genre de choses. Donc, autrement dit, les data lakes, le machine learning, le deep learning, soyons vigilants dans les apprentissages. Le point suivant, l'aversion à regarder d'autres standards, d'autres recherches, d'autres produits, d'autres connaissances développées en dehors du groupe. Et c'est typiquement mon petit dessin sur le côté avec les pommes et les bananes. Toutes les pommes ensemble, elles sont très contentes, mais pourquoi ne pas utiliser une banane qui peut sourire très très bien et ça pourrait être aussi intéressant. Et donc là, c'est sortir des paradigmes, sortir de la manière dont on raisonne, sortir de la manière dont on appréhende l'IA. Et je me régale, je vais être honnête, dans cette école à Bordeaux, de pouvoir confronter les informaticiens avec les cogniticiens et les philosophes, parce qu'en fait, quand dans les TP, c'était tout à fait remarquable de voir la manière dont ils veulent construire les algorithmes avec des visions relativement différentes, et notamment sortir de nos modes souvent extrêmement cartésiens de programmation en regardant des manières différentes, et quelquefois les résultats sont tout à fait très très intéressants. Le dernier point, des biais autour de l'autosatisfaction, si j'ose dire, eh bien la tendance à ce que le groupe et ce que je fais soit mis en avance pour ce que je fais. Autrement dit, c'est un petit peu l'image sur la droite. Forcément, je suis le meilleur et ce que j'ai fait est meilleur que tout le reste. Et donc, on va se servir de, de cette connaissance, de ces forces pour notre propre succès sans regarder ce qui se passe dans d'autres groupes ou avec d'autres à qui on pourrait donner d'autres responsabilités. Donc, je passais très vite sur tous ces biais. Face à tous ces biais, je vais donner quelques exemples. Et d'abord, pour dire qu'il y a des outils, ce n'est pas le but ici, mais il y a des outils pour pouvoir lutter contre les biais pendant le développement ou après le développement, pour détecter quand il y a un biais versus des données, ou pour corriger lorsqu'on a détecté des biais. Je vais donner deux exemples de biais sur lesquels l'analyse de ce qui a contribué à la prédiction est fondamentale. Et donc, en particulier, ce qui est très important, c'est de, face à des résultats, bien analyser qu'est-ce qui a permis de contribuer à la prédiction. Là, l'exemple est relativement simple et très connu. On a un ensemble de photos avec des chiens
de type husky et des loups. Et lorsqu'on soumet ces photos, on n'en a pas beaucoup, à une intelligence artificielle qui va reconnaître les images, en différenciant qu'est-ce qui est un loup, qu'est-ce qui est un chien, eh bien on s'aperçoit que sur la photo à gauche en bas, il y a une erreur. L'intelligence artificielle prédit que c'est un loup alors que c'est un husky. Pourquoi? Eh bien simplement parce que on s'est aperçu en regardant comment on avait contribué à la prédiction, eh bien que l'outil regardait la neige autour de l'image et non pas seulement l'image elle-même. Et autrement dit, la neige devenait un contributeur fondamental pour reconnaître le chien du loup, alors que ce n'était pas ça qu'il fallait prendre en compte dans cette caractéristique. Et donc, il est important de savoir qu'est-ce qui contribue à la prédiction et on retombe sur l'explicabilité en particulier. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour lutter contre des biais ou contre des erreurs. Deuxième exemple, qui est un exemple aussi caricatural et qui est très simple, on avait un petit logiciel de reconnaissance d'images et on a voulu regarder simplement avec des personnages célèbres qui avaient des lunettes, qui n'avaient pas de lunettes. Donc, quelque chose de très simple. Donc, on a mis un certain nombre de personnages et on a regardé. Puis, donc, 98% des cas, il n'y avait pas trop d'erreurs. Et on a eu une erreur qui était intéressante, qui était sur Donald Trump, où Donald Trump avait 78% des cas, et même 85% dans certains cas, une probabilité d'avoir des lunettes. Donc, on s'est posé la question, donc on a regardé qu'est-ce qui contribuait à la prédiction, disant bien Trump a des lunettes quand il n'en a pas, versus les autres personnages qui étaient étudiés. Et en fait, on s'est aperçu que l'outil qui avait été utilisé pour la prédiction regardait le contour de l'œil, donc là où il y a je dirais, la partie de la monture et non pas la globalité de la lunette. Autrement dit, on ne regardait pas s'il y avait des montants sur le côté, on regardait juste les verres. Et donc, quelqu'un qui a autour des yeux quelques maquillages ou autres signes qui vont ressembler à un verre de lunettes va sortir avec des lunettes. Donc, c'est très basique comme remarque, mais qu'est-ce qui contribue à la prédiction? C'est fondamental. Et derrière ça, il y a donc la contribution à la prédiction, mais il y a aussi le modèle utilisé avec les bonnes données. Autrement dit, dans ce cas-là, pour les données, je dois prendre en compte non pas seulement les lunettes et la photo, mais aussi les verres, la monture et un certain nombre de choses. Donc tout ceci pour dire que on a des éléments sur lesquels il faut être très vigilant parce que les biais nous guettent en permanence, et en particulier sur des modèles qui sont très délicats, et c'est pour ça qu'IBM en particulier a arrêté des développements sur la reconnaissance faciale, parce qu'on s'aperçoit que sur ces modèles-là, les biais sont énormes et les conséquences peuvent être quelquefois dramatiques. Donc voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. C'est assez rapide, mais je suis disponible maintenant pour répondre à des questions. S'il y en a, je pense qu'il y en a dans le chat à disposition. Merci beaucoup, Marc. Je rappelle à tout le monde qu'un replay sera mis à disposition par Sébastien très rapidement. Sur la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ce replay. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du chat? Alors, je vois quelques questions. Je vais essayer de prendre au moins les deux que je vois. La première, what AI are you considering? Not all AI's models are black boxes. When you say AI, do you mean deep learning? Ça, c'est intéressant et c'est une question qui revient très souvent sur ce sujet. Machine learning, deep learning ou autre. En fait, les problématiques de biais sont vraies quel que soit le type d'AI que l'on considère. La problématique que l'on a avec le deep learning ou le machine learning seront peut-être un peu différentes, mais dans tous les cas, la qualité des données que je vais utiliser, leur pertinence et la qualité de mes algorithmes et de l'apprentissage
vont être fondamentaux et il faut les considérer. Deuxième exemple, regarding the like example, it seems important to change the number of likes regarding the number of views. Oui, alors ça dans les réseaux sociaux, sur les likes, évidemment, il faut regarder le nombre de vues, le nombre d'amis et le nombre d'instances et le nombre de vues. Attention, je vais donner un exemple caricatural. Il y a quelques jours, on m'a demandé de suivre une formation et il s'est avéré que dans cette formation, qui durait 2 heures, si on cliquait pour ouvrir la vidéo qui ouvrait la formation, eh bien, on était considéré comme ayant vu l'ensemble de la vidéo qui durait 2 heures. Donc, autrement dit, 5 secondes, et on considérait que vous avez vu l'ensemble, ce qui était absolument faux. Et donc, quand on compte le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'amis, on est en permanence confronté à ce type de problématique. Et donc, attention à tous les modèles qui vont derrière se servir de ce type de données pour extrapoler. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Les gens disent, j'ai X milliers d'amis, j'ai X milliers de likes ou de vues. Attention. Autre question sur les lunettes. Alors, les lunettes, c'est tout à fait raison. Il y a plusieurs problématiques dans cet exemple-là. Le modèle lui-même qui n'est pas bon parce que l'algorithme est insuffisant. Et le deuxième exemple, il y a des biais aussi parce que il y avait aussi des problématiques dont je n'ai pas parlé sur cet exemple-là, liées à hommes et femmes, et avec quelques soucis sur le type de lunettes entre un homme et une femme, etc. Donc un certain nombre de biais liés au genre qui apparaissaient aussi. Donc c'est des modèles sur lesquels il faut être très vigilant parce qu'on tombe très 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 vite dans quelque chose de pas tout à fait éthique. L'IA symbolique n'est pas totalement dépendante des données, c'est exact. Ceci étant, je suis toujours très prudent avec les données qu'on va utiliser, quel que soit le type d'IA, parce que on constate quand même qu'on peut très facilement perturber quelque chose avec une donnée qui n'est pas pertinente. Je n'ai pas d'exemple en tête récent, mais j'en ai eu. Il faut être quand même très très prudent. Mais globalement, je ne veux pas être trop pessimiste quand même parce que j'ai l'impression de dire que l'IA, il y a des biais partout et que les modèles sont mauvais. Non, je vais dire plutôt l'inverse. En fait, on a des capacités avec l'IA extraordinaires, avec beaucoup de résultats qui sont très pertinents. La seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la population n'est pas forcément prête à admettre les résultats, parce que les résultats peuvent faire basculer des paradigmes dans des circonstances où on ne les attend pas. Et en particulier, mettre en exergue des éléments sur lesquels, en termes de pollution, par exemple, on ne s'était pas aperçu qu'un certain nombre de choses polluaient alors qu'on était convaincu que non. Typiquement, vous prenez il y a une vingtaine d'années, les gens n'allaient pas penser que avoir une cheminée pour chauffer au bois à polluer alors que ça pollue. Donc on va sortir avec l'IA, ce genre d'assertion, de phénomène est amplifié. Donc l'IA est vraiment extraordinaire, mais il faut tout à fait y faire attention. Donc comment tracer les biais ou les identifier, c'est pas simple. Les outils, moi je recommande quand même d'utiliser des outils permettant de détecter des résultats qui ne seraient pas standards et mettre un petit coup d'un produit qui va regarder des biais possibles ou pas après le résultat, c'est toujours intéressant. Ce qui est certain, c'est que lorsque les résultats sont très éloignés des attentes, il faut être prudent, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Je vais donner un exemple qui m'a fait où j'ai fait l'avocat du diable et en ayant raison à la fin. J'ai un collègue qui a utilisé de l'IA pour détecter des comportements erratiques
de data centers dans lequel il y avait des milliers de VM. Et ce qu'on voulait voir, c'était les impacts des batchs, des jobs qui tournaient la nuit ou pas, et voir comment on pouvait obtenir quelque chose qui soit plus pertinent en termes d'optimisation. Donc, c'était orienté optimisation de calcul informatique. Et avec le programme qui a été lancé, on a obtenu un résultat assez surprenant, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des pics de consommation à un horaire tout à fait farfelu et inattendu. Et donc, aussitôt, on s'est empressé de regarder eh bien, si ce n'était pas une erreur de programmation, une erreur dans les données, etc. Et en fait, donc on a regardé ce qui était toute la partie programmation, mais aussi la partie explicabilité. Et en regardant dans le détail, on s'est aperçu que ce n'était malheureusement pas une erreur, c'est que l'IA avait bien fait son travail et nous sortait un exemple complètement anachronique par rapport à nos prévisions, mais qui était vrai et qui était fondé sur un certain nombre de clients qui faisaient passer des jobs à une heure inattendue, simplement parce qu'ils s'étaient aperçus par leur propre expérience qu'à ce moment-là, c'était plus pertinent pour eux, sans s'apercevoir que tout le monde faisant ça en même temps, eh bien, le data center, lui, avait un problème à cette heure-là. Donc, une donnée inattendue, un résultat inattendu peut être quelquefois pertinent. Je vois d'autres questions, mais je regarde l'heure aussi. Des références et des livres sur les biais, oui, il y a quelques-uns. Je me suis en partie inspiré d'un certain nombre de documents et de références pour cette présentation. Je peux en faire passer via le chat ou box ensuite. Alors, il y a une autre question. Have you studied the type of bias that les biais que la société est prête à accepter, considérant que la société est biaisée par définition? Ça, c'est une question très pertinente, parce que certains biais, je pense que la société n'est pas prête à les accepter. Et en fait, non pas parce que c'est des biais, mais c'est parce que les résultats sont considérés comme biaisés. Parce que un programme de machine learning ou deep learning s'il n'est pas biaisé, s'il est objectif, va donner les résultats en fonction des vraies données qu'il a. Et si les données sont pertinentes ou pas, c'est un autre sujet. Et si je reprends le premier exemple de tout à l'heure sur les justiciables aux États-Unis, la problématique, ce n'est pas que les données étaient biaisées, mais c'est que les données elles-mêmes étaient la conséquence d'un comportement qui n'était biaisé. Et donc, autrement dit, les données qui avaient été mises en entrée de l'IA étaient correctes. La difficulté, c'est que le biais était déjà en amont, était lié à la société elle-même et à des pratiques qui n'étaient pas forcément acceptables. Et donc là, on a un problème effectivement de société sur l'acceptabilité et sur la communication. Est-ce que les acteurs européens recherchent entreprises dans une position particulière concernant la lutte contre les biais vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis, par exemple? Bonne question. Là, je ne vais pas répondre complètement à cette question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail que fait l'Union européenne sur l'éthique, dont j'ai parlé tout à l'heure, est tout à fait remarquable, avec ces plus de 160 critères à considérer. Les apprendre par cœur pour les programmeurs, c'est quand même difficile. Par contre, le fond est tout à fait intéressant et c'est un document qui est tout à fait remarquable pour essayer de comprendre comment travailler. Ensuite, vis-à-vis de la Chine, des États-Unis ou autres, dès qu'on a de la programmation, dès qu'on a de l'informatique, il n'y a pas que de l'IA qui va conduire à des comportements qui ne sont pas forcément appréciés de tout le monde. Mais malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas que la Chine et les États-Unis à citer. Merci Marc. Il n'y a plus d'autres questions. Je me fais le relais un petit peu de l'audience. Merci beaucoup. Très intéressant. Great talk. Merci beaucoup. Bon après-midi. Talk très intéressant, très instructif. Donc, je tiens à te remercier. Effectivement, c'était très, très intéressant, très instructif. Sébastien mettra à disposition un replay très rapidement également.
Je tiens à remercier chaque participant d'être resté jusqu'au bout de ce talk et je souhaite à tous un très bon après-midi. Merci beaucoup à chacun. Au revoir.